Le Qatar est-il de retour au centre du jeu diplomatique? C'est le grand angle de ce vendredi 1er octobre. C'est un petit pays de la péninsule arabique, un des plus riches au monde. Le pétrole et le gaz sont les pierres angulaires de son économie. Le Qatar est petit par la taille, mais a de grandes ambitions grâce au sport, le football notamment avec le PSG et l'organisation de la Coupe du Monde l'an prochain. Le Qatar joue aussi le rôle de médiateur en Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans. Un pays ambivalent car aussi accusé d'être l'une des principales sources financières du terrorisme, ce qu'il conteste. Demain, le Qatar organise ses premières élections législatives. Alors pourquoi cette rare concession à la démocratie dans un pays particulièrement hermétique au débat public? On en débat, nous, avec David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques spécialisé sur la région du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Et avec nous également Slimane Jeghidour, vous êtes notre éditorialiste à TV5 Monde. Alors les Qataris élisent demain les 30 membres du Conseil de la Choura. Il s'agit d'un organe législatif sans véritable prérogative dans un pays où les partis politiques restent strictement interdits. Vous diriez que c'est une goutte d'eau de démocratie dans un désert politique ? Dans l'environnement régional, c'est pas anodin parce que les monarchies absolues qui sont le système général, effectivement, n'ont pas d'expression électorale, on va dire. Sauf le Koweït. Il faut quand même rappeler que le Koweït est un cas à part parce que dans le prolongement de la guerre du Golfe, justement, le Koweït s'était senti obligé d'offrir une expression parlementaire, justement, parfois assez vigoureuse d'ailleurs. Donc là, le Qatar se met sur la même ligne d'une certaine manière. Et puis, en plus, il y a la perspective du mondial. Donc en termes d'affichage et d'image, ça devenait probablement nécessaire parce que ça avait été reporté d'année en année, en fait, ce processus, même s'il est quand même très contraint, parce qu'en réalité, il y a une quinzaine de membres qui vont être nommés par l'émir. Donc voilà, on va dire que c'est un minimum qui est concédé pour marquer sa différence. Alors, on va s'intéresser à pourquoi ces législatives sont organisées maintenant. La campagne s'est étalée sur 14 jours, pas de véritable débat, ça n'a pas tellement porté sur des questions sensibles. Où la place des femmes en politique, où est cette place en politique et en société, elle est à la marge. Regardez ces précisions avec Grégory Fontana. Un visage et un nom, Lina Nasser pose avec assurance sur ses affiches de campagne. Elle est l'une des 28 candidates à l'élection du Conseil de la Choura, le principal organe législatif du pays. Elle ressent beaucoup de fierté de participer au premier scrutin du genre dans le petit émirat de 2,5 millions d'habitants. Sa candidature, elle la définit comme un rêve devenu réalité dans l'espoir de jouer un rôle actif en faveur de la condition féminine au Qatar. Les questions les plus importantes pour moi sont la citoyenneté des enfants et des femmes qataries. C'est la question la plus importante que j'ai adoptée de tout mon cœur. Les femmes qataries et leurs enfants. Ensuite, l'éducation et le fait de donner aux enseignantes leur droit de promouvoir l'éducation et de travailler au retour à l'école des femmes qui ont commencé mais abandonné l'éducation. 28 femmes sur 284 candidats. Si les femmes sont mieux représentées que dans les autres pays de la région, le Qatar est régulièrement épinglé par des organisations non gouvernementales. Les femmes ne peuvent en effet effectuer plusieurs activités quotidiennes sans avoir reçu l'accord d'un homme. L'arrivée des femmes sur la scène politique est cependant perçue comme un tournant. Il est extrêmement positif que les femmes participent à ce processus, mais je pense que nous devons limiter nos attentes quant aux résultats des premières élections au Qatar. Les femmes, en général, sont sous-représentées dans les parlements du Golfe et du Moyen-Orient. Sur les 45 sièges à pourvoir, 30 seront désignés par ce scrutin, les 15 autres seront directement choisis par l'émir du Qatar, qui, en fonction des résultats, a donc le pouvoir de rétablir une forme d'équilibre homme-femme au sein de cette assemblée, ou pas. Est-ce que vous diriez, Slimane, que c'est un bon exemple de l'ambivalence du Qatar ? Oui, mais plus que ça, parce qu'au Qatar, le peuple qatarien constitue beaucoup plus une communauté nationale avec une très forte culture patriarcale, une vie sociale surtout familiale, et avec un État-providence qui prend en charge du berceau au tombeau la vie du citoyen. Donc c'est beaucoup plus une communauté charnelle, chaleureuse, tribale et clanique, comme j'ai dit, plutôt qu'une société
polarisé avec des individus affirmés, des classes sociales, des couches sociales, une classe moyenne, et donc une conflictualité interne, ce qui exigerait évidemment des représentants pour chacune des couches. Donc là, c'est perçu, la communauté nationale et ses dirigeants se perçoivent comme un tout, une sorte de grande famille qui bénéficie de la manne gazière surtout, pour avoir un niveau de vie qui est, disons, le revenu par tête d'habitant du Qatar, il est supérieur à celui des États-Unis. De la planète, absolument. Nous rejoint maintenant Sébastien Boussois, vous êtes chercheur en sciences politiques. Cette question, pourquoi ces élections maintenant? Est-ce qu'il y a une histoire d'image à afficher, une image de modernité? Oui, je crois qu'en fait, ça fait un certain nombre d'années que les choses sont prévues et que c'était probablement, de manière pragmatique, comme savent très bien le faire les pays du Golfe, l'occasion d'être relativement pushy sur ce dossier. Je rappelle quand même que depuis plusieurs mois, le Qatar est l'objet de nombreuses attaques dans un certain nombre de domaines qui pourraient en réalité concerner, à mon avis, l'ensemble des pays du Golfe. Il essaye de s'en sortir la tête haute. La Coupe du Monde est en train d'arriver. Le Qatar cherche absolument à être dans le concert du multilatéralisme, et que ce soit sur la question du droit du travail, que ce soit sur les processus démocratiques, ou que ce soit également sur les tentatives de médiation, notamment sur la question de l'Afghanistan. Le Qatar cherche à aller dans le sens du droit international et dans le sens de l'évolution politique qui, de toute façon, à mon avis, lui servira, et je dirais que c'est presque une chance, parce que puisqu'aucun de ses voisins ne bouge dans ce sens-là, David l'a très bien rappelé tout à l'heure sur Oman et notamment aussi le Koweït. Je crois que c'est l'occasion pour le Qatar d'avoir des points supplémentaires dans cette logique-là, et peut-être que ça inspirera aussi également ses voisins. Et évidemment, on sait très bien qu'à l'approche de la Coupe du Monde, les coups vont se multiplier parce qu'on passe son temps entre voisins à se taper dessus, et que plus le Qatar fera une forme de pas vers la modernisation, et je dirais que d'où il vient, comme tous ses voisins, c'est déjà un grand pas, plus il se mettra à l'abri d'autres critiques qui pleuvent de manière régulière. Quel rôle essaie de jouer le Qatar en ce moment? Parce qu'on voit, il y a d'un côté ce mondial qui approche, il y a ce rôle très présent, central dans la crise en Afghanistan. Est-ce que vous diriez que le Qatar essaie de revenir dans le jeu diplomatique? Il y a un retour en grâce du Qatar, effectivement, parce que le contexte géopolitique a été favorable après son isolement très, très fort. Et sa mise au banc par notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats. Il a eu ça a duré 4 ans. Oui, ça a duré 4 ans. Et là, effectivement, le Qatar, d'une certaine manière, il a revu un peu à la baisse ses ambitions, j'allais dire, de projection extérieure. En revanche, il insiste désormais davantage sur l'idée de servir de plateforme, de hub, justement, on va dire, de Genève du Moyen-Orient pour concurrencer la traditionnelle place de Mascate en Orient. On l'a vu avec l'Afghanistan, avec la crise en Afghanistan, c'est une réussite, ça a bien fonctionné. Alors oui, c'est une réussite relative parce que le Qatar voulait capitaliser dessus, mais là, le ministre des Affaires étrangères vient de marquer le fait qu'ils étaient très déçus quand même. On va l'écouter. Par les talibans. Il y avait des attentes qui n'ont pas été remplies. On va l'écouter tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères a appelé les talibans à s'inspirer de Doha pour gérer un système islamique. Nous sommes très déçus par les récents développements en Afghanistan, qui représentent un pas en arrière. Nous devons continuer à nous engager et à les exhorter à ne pas prendre de telles mesures. Nous avons également essayé de montrer aux talibans, en tant que pays musulmans, comment les pays musulmans peuvent appliquer leurs lois et comment ils peuvent traiter les questions relatives aux femmes. Alors pour la première fois, le Qatar hausse le ton à l'égard des talibans. Sébastien Boussois, est-ce que Doha a une influence sur eux? Écoutez, je me mets un petit peu en porte-à-faux avec ce que vient de dire David. Les Qataris n'ont jamais été les porte-parole des talibans. Je rappelle qu'ils ont accueilli un certain nombre de dirigeants sur la demande américaine pour davantage les contrôler, et qu'ils essayent de jouer ce rôle de médiateur, cette fameuse Genève du XXIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la main mise sur l'évolution des talibans. Il y a eu un grand débat depuis le 20 août autour de la question de la normalisation potentielle du régime afghan
talibanisé et sur la possibilité ou pas de voir ce courant idéologique relativement extrémiste évoluer vers une occidentalisation justement pour permettre de désenclaver l'Afghanistan et d'avoir des relations normalisées avec d'autres pays dans la région. Je pense que ce qu'essaye de faire le Qatar, c'est ce que tout médiateur essaye de faire, c'est-à-dire être un peu entre les deux pour pouvoir discuter. Ça veut dire avoir une part de confiance, mais ça veut dire aussi avoir la possibilité effectivement d'être pushy ou d'influencer. Là où les Américains sont relativement en retrait dans la situation post-fin août, les Qataris sont au front, aussi bien sur la diplomatie que sur l'humanitaire. Est-ce qu'ils peuvent faire pression? Je crois que c'est un ensemble qui pourra en réalité faire pression. Soit on laisse les talibans s'enfermer et évoluer vers ce régime complètement ancestral et moyenâgeux, soit ils arrivent à normaliser des relations aussi avec d'autres pays comme la Russie et la Chine, et ceux-là peuvent aussi peut-être essayer d'influer au-delà de leurs intérêts commerciaux avec l'Afghanistan. Mais cette capacité quand même à parler aussi bien au mouvement islamiste qu'aux chancelleries occidentales, est-ce que c'est un double jeu ou c'est un atout politique? C'est une option géopolitique. Le principe du Qatar, c'est qu'il faut organiser chez soi les rencontres les plus improbables et ne jouer à aucun moment la politique de la chaise vide. Le Qatar abrite une des plus principales bases militaires américaines sur son sol. Il y a aussi une base turque, ça veut dire 2 pays de l'OTAN ont des bases au Qatar. Mais en même temps, le Qatar a les meilleures relations avec l'Iran, adversaire des États-Unis. Le Qatar entretient de très bonnes relations avec l'autorité palestinienne, mais aussi avec son adversaire, le Hamas, mais aussi avec Israël, qui est le principal ennemi du Hamas. Chaque mois, un fonctionnaire qatarien prend l'avion à Tel Aviv et, avec l'aide des services de sécurité israéliens, rentre à Gaza avec une valise pleine de billets pour maintenir la vie économique de Gaza à flot. Oui, le Qatar sait se rendre indispensable et d'ailleurs il a fait l'objet de remerciements explicites de tous les Occidentaux, au premier rang desquels Anthony Blinken, justement, pour son rôle de médiateur, honest broker, on va dire, pour les évacuations massives en Afghanistan. Mais il y avait probablement de la part du Qatar l'espoir qu'il y aurait un gouvernement plus inclusif. Et d'ailleurs, en off, les Qataris reconnaissent qu'ils n'ont pas la main sur le mouvement taliban et que c'est beaucoup plus le Pakistan qui l'a. Et c'est tout le problème, parce qu'effectivement, il y avait probablement de la part des Occidentaux des attentes par rapport au Qatar qu'il n'est pas tout à fait en mesure de fournir dans la situation actuelle. Mercredi, les États-Unis et le Qatar ont sanctionné ensemble des financiers du Hezbollah. Par le passé, les autres pays du Golfe ont accusé le Qatar d'être trop proche de l'Iran, voire de soutenir des mouvements islamistes. Sébastien Boussois, est-ce que Doha opère un revirement spectaculaire? Bon, alors, sur la question du double jeu ou sur la question des revirements, je crois que la position est assez claire du Qatar. Il essaie de se dégager peut-être d'un certain nombre de dossiers problématiques où il est en tout cas dans des relations d'alliance tout à fait stratégiques et pragmatiques. La proximité, par exemple, avec l'Iran, qui a été citée il n'y a pas très longtemps, est une proximité avant tout économique et stratégique, parce que le premier champ gazier au monde est partagé entre les Iraniens et les Qataris, et qui n'ont pas d'intérêt à se fâcher. Ce qu'a dit Slimane est tout à fait juste sur la question du Hamas. La volonté aussi de négocier, d'être entre deux pour éviter la chaise vide est à mon avis aussi tout à fait stratégique. Je ne sais pas sur la longueur comment peuvent fonctionner de tels grands écarts. Je crois qu'en tout cas, le Qatar était déjà un médiateur dans les années 80-90, jusqu'à la Corne de l'Afrique notamment. Son objectif est de revenir dans cette logique-là, peut-être d'ailleurs en opposition avec le transactionnalisme de Donald Trump et de bien d'autres qui, pour l'instant, ont pris un petit coup dans l'aile, et que du coup, sur la question du Hezbollah comme du Hamas, il peut y avoir une forme